recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le bulletin matinal d'information avec vous, comme le Quentin Amoussou. Bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Bonjour à vous, Francis Farami. Bonjour Kader. Bonjour également d'être là. Merci d'être là pour la définition du jour. On démarre ce bulletin matinal d'information avec le décès du ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Amis internautes, bonjour. Le ministre des Enseignements secondaires techniques de la formation professionnelle, Yves Chabikwaro, est décédé dans un accident de circulation à l'entrée de la ville de Paracourt. Le drame est survenu ce jeudi 20 février 2025. Le véhicule qui roulait à vive allure selon la violence de l'impact est entré sous un camion. Les circonstances du drame pour l'instant ne sont pas encore totalement élucidés. Les corps d'autres occupants ont été retrouvés coincés dans la voiture accidentée. Son garde de corps a trouvé également la mort dans ce drame et son épouse et son chauffeur seraient gravement blessés. Le ministre, en effet, se rendait à Paracourt pour une mission officielle en compagnie du député Domitien Nouemou du parti UPR. En réalité, l'activité est prévue pour ce vendredi 21 février 2025 à l'occasion de la Journée internationale de la langue maternelle. Et il avait eu à présenter un discours un peu après de prendre la route. Toutes nos condoléances aux familles éplorées touchées par ce drame. Toutes nos condoléances également au gouvernement béninois. À présent, on s'intéresse au lancement des logements sociaux qui s'est tenu hier à Ouedo dans la ville d'Abomey-Calavi. Effectivement, le ministre du cadre de vie et des transports chargé du développement durable, José Didier Tonato, en compagnie du maire de la ville d'Abomey-Calavi, Angelo Arwanjunou, ont procédé au lancement de la commercialisation de 20 000 logements sociaux et économiques à Ouedo. C'était hier dans la matinée de ce jeudi 20 février à la cité nouvelle de Ouedo. Le reportage avec Francis Fahami. 11 000 logements sociaux et économiques sont désormais disponibles sur le marché sur les 20 000 prévus. Aujourd'hui, les autorités à divers niveaux ont foulé le sol de la nouvelle cité de Ouedo pour la cérémonie de lancement. Un projet qui fait partie d'un plus vaste plan du gouvernement de la rupture. C'est Ouedo qui accueille la première cité que nous appelons Éco-Cité, la première ville durable du Bénin. Nous voulons en faire un exemple. Elle nous a accueillis à bras ouverts. Nous saurons en être reconnaissants. Reconnaissants de cet accueil qui nous caractérise sur tout le Bénin, mais faire en sorte que, à partir de Ouedo, des dizaines, des centaines de villes durables éclore sur tout le territoire de notre pays. Bénéficiant d'infrastructures éducatives et de transport, le programme 20 000 logements sociaux et économiques vise à offrir le confort uniquement aux Béninois, résidents ou non, et présente toutes les commodités d'usage. Ce projet apporte également un coup de pouce à l'économie de la commune d'Abomey-Calavi à travers le développement d'infrastructures, mais également l'emploi. Il incarne un engagement ferme envers le droit au logement, inscrit dans nos politiques publiques comme une priorité nationale. En offrant des infrastructures modernes, des logements accessibles et des espaces favorisant le bien-être collectif, cette initiative répond aux aspirations légitimes de nombreuses familles béninoises. Ouedo se transforme en un pôle d'excellence, offrant non seulement des infrastructures modernes, mais aussi une opportunité unique d'améliorer la qualité de vie de nos concitoyens.
L'éco-cité située à Rouedo, dans la commune d'Abomey-Calavi, s'étend sur une superficie de 235 hectares, un projet démarré depuis 2017. L'État demande simplement aux bénéficiaires de ne payer que le coût de la construction. Il ne paie ni le terrain, ni la viabilisation, ni tout ce qui tourne autour. Cela lui permet donc d'amortir ce bien-là sur 25 ans. C'est pour ça que nous disons devenir propriétaire à moins de 100 000 francs par mois. Les logements sociaux et économiques, il convient de le souligner, sont disponibles entre autres à Rouedo, à Porto Novo et Parakou. Ce projet vise à construire des logements sociaux et économiques dans 14 villes du Bénin. Le président de la République, Patrice Talon, a rencontré hier au Palais de la Marina des responsables de l'Église du christianisme céleste de la sous-région. Cela est également au menu de cette matinale. Effectivement, ce jeudi, le chef de l'État, Patrice Talon, a rencontré les premiers responsables du Bénin, du Nigeria et de la Côte d'Ivoire de l'Église du christianisme céleste. Avec eux, il a examiné les pistes pour relever les défis actuels qui s'imposent à la confession religieuse. Depuis avril 2016, où le président Patrice Talon s'est installé au pouvoir, des réformes majeures ont été opérées pour corriger plusieurs anomalies telles que les grèves dans le secteur de la santé. Le ministre Benjamin Opati l'a évoqué au cours d'un entretien télévisé. Effectivement, les hôpitaux fonctionnent mieux avec l'acquisition d'équipements matériels techniques autrefois vétustes pour assurer désormais une qualité de soins en constante amélioration à la population. Dans un entretien télévisé co-animé par les confrères Christian Gandior de la Radio Nationale et Angèle Tobola de E-Télé, le ministre de la Santé Benjamin Opati, à travers une émission spéciale, expose les différentes réformes opérées en 8 ans de gestion. Le Bénin est l'un des pays qui a le maillage le plus important en matière d'infrastructures sanitaires. Vous savez, chaque niveau de la pyramide sanitaire a un paquet de soins précis à donner et c'est en fonction de ça qu'on y met les équipements nécessaires. Mais au-delà de ça, avec le travail que la cellule de contrôle et d'inspection a à faire sur l'ensemble du territoire, nous avons commencé déjà à faire l'adressage des questions de salubrité. Et la deuxième chose, la question de l'élimination des déchets, parce que vous avez des trucs obsolètes qui sont là, qu'il faut éliminer. Et ça, on comprend les sens. Nous avons adressé ces questions-là. Mais aujourd'hui, le gouvernement a mis en place un programme pour faire en sorte que nous puissions soit réhabiliter ou reconstruire ces centres-là qui sont dans un état parfois pas du tout agréable à voir. Et justement, ce programme a commencé, comme vous avez pu le constater, lors des conseils des ministres de l'année 2023 et 2024, nous avons pu passer un certain nombre de communications qui ont annoncé les couleurs pour que le programme de réhabilitation démarre effectivement. Mais au-delà de ça, depuis 2016, il y a près d'une cinquantaine de structures sanitaires qui ont bénéficié de réhabilitation ou de reconstruction. Faites un tour au centre des Inviers. Pour ceux qui le connaissaient avant, allez voir un peu ce à quoi ça ressemble aujourd'hui. Allez à Djaouédémé peut-être, ou bien dans d'autres localités, où aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Vous avez des centres de santé qui étaient là, s'enfonçant dans le sol, même risquant de s'effondrer sur les agents. Nous avons pris à cœur ce problème et nous sommes en train de reconstruire systématiquement un bon nombre de ces centres actuellement. Donc, soyez rassurés, le visage des infrastructures sanitaires est en train de changer et va continuer à changer dans les mois et les années à venir. Mais au-delà de ça, nous avons lancé également la construction de plusieurs autres infrastructures. Je prends l'exemple de l'hôpital psychiatrique, du siège psychiatrique qui est à Lada. Jamais de mois du Béninois, vous n'avez eu un hôpital de cette envergure-là au Bénin pour s'occuper de nos compatriotes qui souffrent de problèmes mentaux. Vous avez fait un tour à Djako, vous voyez l'état dans lequel Djako est. Le gouvernement a décidé de mettre en place quelque chose de solide pour faire en sorte que le Béninois qui tombe malade aille dans des structures qui dénotent de la qualité, de l'ambition que le gouvernement a aujourd'hui pour faire en sorte que chacun de nous ait accès à des soins de qualité. Soyez rassurés, centres de santé, hôpitaux de zone, centres hospitaliers départementaux et centres hospitaliers universitaires bénéficient tous d'une attention particulière. Mais on ne peut pas tout régler. Tout ce qu'il y a eu pendant ces soixantaines d'années, on ne peut pas tout régler d'un coup de baguette magique en quelques jours, en quelques mois, en quelques années. C'est progressivement que nous allons le faire
Et vraiment, nous sommes à pied d'œuvre au niveau du gouvernement pour le faire. Le chic, c'est déjà une fierté. C'est une fierté. Quand on voit ça dans la chair de poule, on se dit, mais où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est vraiment au Bénin? Ou on est ailleurs? Oui, je peux dire aux Béninois que nous sommes vraiment au Bénin. Et ça, je voudrais saluer le leadership du chef de l'État qui a vraiment souhaité et qui s'est engagé personnellement pour que nous puissions avoir ce joyau-là. On a la chair de poule quand on voit ça. Et je voudrais pouvoir dire aux Béninois également que d'ici la fin de cette année 2024, effectivement, le chic sera mis en service. Le temps de faire les réglages, de mettre les ressources humaines en place et on pourra effectivement démarrer l'offre des soins dans cet hôpital de référence qui n'est pas seulement pour les Béninois, mais également pour les autres populations de la sous-région et même au-delà de ça, dans le monde entier, parce que ce qui est dans le chic là, vous allez dans certains hôpitaux au niveau international, vous n'allez pas trouver ça. Le CNHU est toujours là. Nous avons ce qu'on appelle la pyramide sanitaire. Et cette pyramide sanitaire organisée du niveau périphérique avec les centres de santé, les hôpitaux de zone qui sont les premiers niveaux de référence, les centres hospitaliers départementaux qui sont juste après ça, et puis les CHU, notamment le CNHU. Donc, au niveau du chic, ce n'est pas le tout venant qui va venir. Quand on respecte la pyramide sanitaire, c'est ceux qui ont besoin de soins spécifiques au niveau du chic parce qu'ils ont dépassé les niveaux de compétences qui sont au niveau de ces structures qui vont y accéder suivant vraiment un circuit bien déterminé. Donc le CNHU sera là, va continuer à offrir les services également. Et puis quand le plateau technique du CNHU sera dépassé, le chic sera sollicité. Avant, quand c'était dépassé, on prenait l'avion, on allait vers l'extérieur. Maintenant, c'est terminé. 19 février 1990, 19 février 2025, il y a exactement 35 ans que s'ouvraient mercredi dernier, notamment, les assises de la Conférence nationale des forces vives de février 1990. Le peuple béninois, 35 ans après, se remémore ces assises qui ont régenté la vie politique béninoise. Et après cela, il y a également le professeur Joseph Fifa Medjogbenou, le président de l'UP Le Renouveau, qui a saisi la tribune du culte protestant organisé le dimanche dernier pour exposer les objectifs de la démarche de son parti. Suivons-le. Il est opportun de nous souvenir des acteurs de conférence nationale. Dieu nous a fait grâce que beaucoup parmi eux vivent encore et certains sont dans cette salle que nous saluons avec beaucoup de respect. Beaucoup nous ont également quittés. Notre devoir, c'est de faire mémoire de leur courage politique, faire mémoire du lait, de l'héritage qu'ils ont laissé à la postérité. Mais au fond, quel est cet héritage? Vous l'avez dit, révérend pasteur, c'est l'héritage de la paix. Mais la paix dans l'action, la paix dans la construction, la paix pour faire en sorte que chaque enfant du Bénin puisse se nourrir, puisse s'instruire, puisse se loger, puisse se vêtir, puisse se soigner et puisse être éduqué dans la qualité, dans la durée. Faisant mémoire de l'héritage de la conférence nationale, nous devons mettre l'accent sur l'héritage intemporel de la conférence nationale. Et c'est justement la paix qui est l'héritage intemporel de la conférence nationale. Cet héritage que nul ne saurait remettre en cause. Cet héritage que nul ne saurait piétiner. Cet héritage que nous sommes tous appelés à enrichir. Mais en quoi faisant? En agissant dans la cohésion nationale, en agissant pour l'unité nationale, en agissant pour la dévolution pacifique du pouvoir d'État, en agissant pour la construction de notre nation, en faisant en sorte que des actions courageuses qui ont toujours leur fondement politique soient menées, soient développées pour que chacun puisse trouver espace dans notre pays. Et c'est cela la raison d'être de l'Union progressiste Le Renouveau. Et c'est ce que fait le président de la République depuis 2016. Agir pour la paix, mais pas l'action. Agir pour la paix, mais avec courage. Agir pour la paix avec solidarité. Agir pour la paix avec bienveillance. Pendant que nous nous apprêtons à entrer dans ce véritable temps de paix et de ce temple de la paix, je voudrais
avec beaucoup de respect, associer à nos prières celles et ceux qui sont à nos frontières et qui défendent le Bénin, nos soldats. Je voudrais associer à cette prière d'autres soldats, nos infirmiers, nos médecins, nos enseignants, nos ouvriers, ceux qui quotidiennement avec la main travaillent pour nous, pour que nous puissions avoir le minimum pour vivre. C'est ce que les anciens nous ont transmis. C'est l'héritage qu'ils nous ont donné d'avoir. Et cet héritage est d'abord un héritage politique. C'est surtout de l'action politique et de l'action courageuse. Je vous remercie encore une fois de nous avoir permis de méditer cela avec autant de profondeur, avec autant de sincérité. Je vous remercie encore. Avant de finir, on parle du Niger où il y a eu quand même de nouvelles informations là, par la transition. Oui, effectivement, au Niger, après 6 jours de travaux, les assises nationales pour la refondation du Niger ont pris fin ce jeudi 20 février dans la matinée. Les 5 commissions ont rendu publiques les conclusions de leurs réflexions. Les 176 délégués venus de tout le pays formulent en effet d'importantes recommandations que le chef de la junte militaire du CNSP, Abdourahmane Tiani, a promis de mettre en œuvre. Et puis, on finit avec la République démocratique du Congo. Les États-Unis ont imposé des sanctions financières contre James Kabarebe et ministre rwandais de l'intégration régionale, et Lawrence Kanyuka, porte-parole de l'AFC M23, Alliance Fleuve Congo, un mouvement politico-militaire soutenu par Kigali selon l'ONU. En effet, dans son communiqué, le Trésor américain dénonce très clairement le rôle de James Kabarebe et Lawrence Kanyuka dans l'organisation et la progression dans l'est de la RDC du mouvement armé M23 soutenu par le Rwanda. Et je vous remercie, Quentin Komla-Moussou, pour votre présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, on va retrouver Francis Olafarami juste après ceci pour la définition du jour.